Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. L'inceste peut-il être considéré comme cette horreur qui empoisonne les familles, très souvent passée sous silence, voire réglée dans le cadre familial? L'inceste est un phénomène réel qui existe et continue à détruire la vie des femmes, jeunes filles et même des garçons. Le silence qui entoure l'inceste est puissant, déjà parce que les victimes subissent sans oser ou pouvoir parler. Mais le silence le plus puissant est celui de la famille, car c'est ce silence le problème. L'incesteur fait partie généralement de la famille, du cercle des proches. Parfois, les victimes parlent, mais c'est encore pire lorsqu'elles le font. Ce sont elles qu'on affiche dans la famille, car pense-t-on, c'est d'elle que vient le désordre. La personne qui dénonce devient le traître de la famille. La pression sociale actuelle est telle que beaucoup de familles préfèrent préserver les apparences d'une famille normale plutôt que de protéger les intérêts des enfants. Viol et inceste dans les familles. Pourquoi les familles pratiquent la loi du silence? La question vaut le détour. Et qui mieux qu'un sociologue pour y apporter des éléments de réponse? Merci, docteur Jean Mérimée Tamac. Vous êtes sociologue, vous êtes des nôtres ce jour. Bienvenue à Fina Family sur ABK Radio. Merci à vous, merci à vos millions d'auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé parce que le sujet aujourd'hui ne va pas faire sourire beaucoup de personnes. Mais il est important que nous puissions l'aborder parce que nous sommes là pour édifier notre public. Merci encore. Merci une fois de plus. William Tualek assure la mise en onde de ce programme. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. Let's be on the beat. Mon partenaire pour la vie. Oh, je te jure, t'es la seule que je kiffe. Oh, maman, t'es l'amour de ma vie. Oh, je ne peux rien sans toi dans ma vie. Bébé, je ne pourrais pas m'éloigner. Si seulement, bébé, si seulement tu pouvais voir combien moi je t'aime. Mon bébé, si seulement tu peux voir, je lui me peux témoigner. Si seulement, bébé, si seulement tu pouvais voir combien moi je t'aime. Mon bébé, si seulement tu peux voir, je lui me peux témoigner. L'amour que j'ai pour toi, c'est bobé. Je t'aime, tu es la seule que je vais coller. Je t'aime, l'amour que j'ai pour toi, c'est bobé. Je t'aime, je sens comme si je vais m'envoler. Je t'aime. Tu m'as frappé dans le milieu de mon cœur, t'as foutu le dawa. Prends ma main sur mes pas, je ne serai pas la cause de tes tracas. Je t'ai choisi sans dire Inch'Allah. Contre le ciel, je me battrai pour toi. Nos regards se sont frôlés, c'est assez pour que je sois touché. J'irai au cœur pour tes yeux, ma chérie, voilà, il faut pas douter. Je sais que ton corps me réclame et tu te mens à toi-même. Mon dos, mon wagon aveuglé, moi je t'amène à bon port. Que si seulement tu pouvais voir combien je t'aime, mon bébé. Si seulement tu peux voir, je lui mets peu témoigner. L'amour que j'ai pour toi, c'est bobé.
vivre en solo. Bébé, dans mon cœur et c'est chaud. Je te donne ma parole, je t'aimerai pour toujours, jamais fatigué. So much love in the air. Oh baby, oh, oh. I love you today and tomorrow, so stay by my side and let daddy do the rest. Et même si les jaloux veulent nous séparer, notre amour est si fort, on va se cartonner. Si seulement, bébé, si seulement tu pouvais voir combien moi je t'aime. Mon bébé, si seulement tu peux voir, je lui me peux témoigner. Si seulement, bébé, si seulement tu pouvais voir combien moi je t'aime. Mon bébé, si seulement tu peux voir, je lui me peux témoigner. L'amour que j'ai pour toi, c'est beau, bébé. Je t'aime, tu es la seule que je vais coller. Je t'aime, l'amour que j'ai pour toi, c'est beau, bébé. Je t'aime, je sens comme si je vais m'envoler. Je t'aime. Nzakongo bena jima sentiment. Nzakongo bena when you de my sentiment. Mami oh, mami oh, mami oh. L'amour que j'ai pour toi c'est beau bébé. Tu es la seule que je vais coller. L'amour que j'ai pour toi c'est beau bébé. Je sens comme si je vais m'envoler. Mystérieux in the flow. Let's be on the beat. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Et lorsqu'on parle de tout ce qui est utile, on parle également de famille. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, viol et inceste dans les familles. Pourquoi les familles pratiquent-elles la loi du silence, la loi de l'omerta? Nous essayons de le comprendre avec le docteur Jean-Mérimée Ntamak, qui est sociologue et consultant. Docteur, pourquoi le silence et l'inceste sont indissociables dans certaines familles? Bien, il faut dire que des aspects qui relèvent de ce qu'on appelle les stigmates sociaux, encore appelés des tâches indélébiles, constituent un sujet de mutisme dans nos familles. Effectivement, les deux cas de force que vous avez évoqués participent à justement déconstruire l'image de la famille, parce qu'on sait que nous sommes dans des sociétés de l'image. On fait tout pour le sens commun, c'est-à-dire pour la perception sociale que les autres peuvent avoir de nous. On fait tout pour améliorer le regard social que les autres peuvent avoir de nous. Et les fléaux liés aux formes de déviance, tels que celui que nous abordons, aussi bien le viol que l'inceste, et même parfois les cas de violence tout court. On a vu le cas de cette jeune enseignante qui a été rouée de coups par son mari sous prétexte que la deuxième partie du crédit n'a pas été prise en compte, parce que la première fois, elle a dû prendre le crédit et elle est allée sur un plateau pour dénoncer. Mais vous vous rendez compte que les familles le savent très bien. Généralement, parfois, on sait ce que vous vivez à la maison, mais les parents estiment qu'on a eu à avoir un certain nombre d'honneurs, entre guillemets, du fait que vous soyez débarqué ou alors démarqué de la grande foule des filles, beaucoup plus, c'est cette catégorie de personnes qui nous concerne. Et donc, revenir en arrière représente un gourou très long pour les familles. Et donc, fondamentalement, ça peut asseoir le mutisme de ces familles. Oui. Et donc, pour parler de silence, il faut une construction. Comment est-ce que le silence se construit dans la famille, dans les cas d'inceste? Bien. Le cas d'inceste implique déjà au moins 3 personnes. Oui. C'est-à-dire la victime, le bourreau, et une mise en cause. Généralement, la mise en cause, c'est la personne vers laquelle la victime va se plaindre, d'une part, et d'autre peut aussi être la personne vers laquelle le bourreau va raconter l'exploit qu'il vient de réaliser. Et maintenant, l'un des enjeux majeurs tourne autour de la maman, parce que parfois la maman est au centre de l'information. Elle a l'information, mais elle estime que cette tâche posée sur la famille peut représenter un scandale. Et donc, du coup,
à qui profite le crime? On va dire beaucoup plus à la maman, parce que vous savez, quand l'enfant échoue, c'est du rôle du papa, mais quand ce dernier réussit, on envoie tous les lauriers à la maman, ce qui est parfois inversé, c'est vrai. Donc, il est important pour la maman qui est garant des valeurs de la famille, parce qu'on sous-entend que l'homme est censé sortir, il est le principal apporteur de la famille. Donc, il est important beaucoup plus pour la maman de garder non seulement l'image de la famille, mais également l'image de la victime qui est mise en cause. Mais est-ce que c'est pas beaucoup plus parce qu'elle est impuissante face à cette situation qu'elle préfère garder le silence? Vous savez, il y a eu beaucoup de leviers qui nous ont montré que, surtout l'étude de l'effet Halfton, c'est une étude qui s'est basée dans les usines aux États-Unis en termes de remarques par rapport à des pédigrés qui nous montrent que la femme n'est pas si faible que ça. Regardez encore ce qui s'est passé samedi. Peut-être aussi elle n'est pas consciente de la puissance et de la force qu'elle détient. Samedi, on a vu les femmes se mobiliser autour d'un monsieur qui est arrivé ici. Et je puis vous rassurer que sur les fertiles... C'est justement parce qu'elle cherchait, elle cherchait une force. Elles ont besoin de force. Elles sont faibles, docteur. Cette faiblesse, je préfère nuancer en disant que on a vu des femmes là qui s'y sont rendues indépendamment de la volonté de leur époux. Donc, l'approche qui consiste à considérer qu'elles sont faibles, je dirais non. Par contre, je dirais qu'elles évitent d'être exposées. Elles évitent d'être exposées au regard des autres parce qu'elles savent que le principal adversaire, c'est d'abord la cousine, c'est les amis de la famille, oui. Parce que c'est les mêmes qui vont reprendre l'information, essayer de diffuser l'information tout azimut et vous mettre en difficulté. Donc, je pense que les femmes ne sont pas faibles, mais elles sont davantage stratégiques. Elles ne veulent pas qu'on puisse verser l'opprobre sur la famille et que c'est elle qui doit subir cela. Parce que n'oubliez pas, l'homme, lui, peut sortir, il rentre sourd, il dort, mais la femme, c'est elle qui doit subir. C'est elle qui est dans les réunions, c'est elle qui est dans les associations et c'est le nom de la famille qui est superposé de part et d'autre. Donc, elle estime qu'elle doit garder le secret parce qu'elle représente le plus haut niveau de risque. Et donc, ça peut expliquer pourquoi certaines victimes se sont parfois rapprochées de leur maman et celles-ci décident de ne rien dire parce qu'on a des cas où la victime essaye de dire à son parent, à sa maman précisément, qu'elle est victime d'un viol et la maman feint de n'avoir rien entendu. C'est parce qu'elle veut entretenir une certaine image. Effectivement, généralement, la femme est le premier interlocuteur parce que, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, même s'il y a des changements aujourd'hui, l'homme quand même, et ça il faut le reconnaître, la dynamique de foyer à un apporteur est encore assez élevée dans notre contexte. N'en demeure pas moins deux indicateurs majeurs. Par exemple, l'heure de sortie pour aller au travail de l'homme est toujours différente de la femme. L'heure de retour à la maison de l'homme est toujours différente de la femme. Ça veut dire que la femme est véritablement celle qui est plus proche des enfants. Et elle estime qu'une telle information peut jeter de l'opprobre sur elle-même. On va questionner, n'est-ce pas, le modèle éducatif qu'elle a pu donner à l'enfant. On va questionner les valeurs qu'elle-même peut promouvoir. Et donc, elle est prête à tout, non seulement pour cacher le secret, ne sachant pas que le fait de cacher ce type d'information participe à l'envenimer et le pire peut se produire. Est-ce qu'on peut lier l'inceste à un désir de domination masculine, puisque les hommes sont pour la plupart du temps les mis en cause dans ce type d'affaires? Bon, généralement, vous savez, les hommes qui sont victimes d'inceste, il faut reconstruire le centre. La majeure Alors partie, qu'ils sont des bourreaux. Les bourreaux de ce type de pratique sont d'abord et très difficilement hors de la famille. Oui. Ça, il faut déjà le reconnaître. Généralement, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est un parent. Bref, c'est toujours quelqu'un qui rôde tout autour de la cellule familiale. Et maintenant, ce dernier prend le temps de construire son action. Il n'y a pas d'action spontanée. L'inceste est une pratique qui a été mûrement construite. C'est vrai que d'aucuns participent à dire parfois que l'alcool... Bon, les gènes de transmission héréditaire, je ne sais pas s'il y a déjà une étude là-dessus qui a prouvé cela, mais je préfère plutôt parler des facteurs à risque, susceptibles de causer ou alors de rendre la personne vulnérable à l'inceste. Il y a l'alcool, qui est un élément très important. Il y a des aspects métaphysiques. Il y a des gens qui appartiennent à des loges qui les obligent à faire certaines choses. Maintenant, il y a aussi... des gens qui portent des gemmes de leur autodestruction, ça ne manque jamais. Donc maintenant, les hommes, oui, ils sont plus enclins parce que généralement, les hommes sont exposés au regard de plusieurs paramètres. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'alcool. Vous et moi, on peut faire une généalogie dans nos familles. Combien de fois la maman est rentrée saoule à la maison
par rapport à l'homme. Donc, et on sait que l'alcool a des impacts parfois sur la déconstruction de notre appareil mental. Et ça fait en sorte que si on est déjà un homme assez volatile, de deux, on est astreinte à l'infidélité, il n'est pas exclu que, ayant bu un verre de plus, on puisse se retrouver dans un état dépravant. Sauf que, et je l'ai toujours dit, et les études sont claires en psychologie cognitive là-dessus, l'acte d'inceste est prémédité. Oui. Est toujours prémédité. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a pris le temps de construire son acte. Il y a des gens qui ont tendance à commencer à regarder votre fille. Quand vous avez les enfants à la maison, vous avez même des amis, vous connaissez que vos amis sont spécialistes des petites bouteilles. Quand il arrive à la maison, il a un regard qui jette sur votre enfant. Pour un parent assez avisé, il va prendre des dispositions. Vous avez des cousins qui arrivent, ils ont un certain nombre de jeux qu'ils aiment faire avec les enfants. Ça commence par là. Et nous-mêmes, et là maintenant je m'intéresse aux mamans, les mamans ont des façons de vêtir leurs enfants qui peut parfois être une source de cela. Vous voyez les enfants aujourd'hui, prenez l'anniversaire d'un enfant et vous regardez comment les enfants sont vêtus. Vous comprenez que parfois nous-mêmes, indépendamment de d'autres causes, nous facilitons, nous rendons nos enfants vulnérables à de telles pratiques. Et on a qui vous diront, docteur, que ce n'est pas une raison, parce qu'il y a des enfants de 8 mois qui ont été violés. On ne pourra pas dire que ces enfants de 8 mois ou de 1 an l'ont été parce qu'ils étaient mal vêtus. C'est pourquoi tout à l'heure, en développant les conditions de vulnérabilité, ne vous attardez pas seulement sur un aspect. Prenez la question dans le sens global. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui sont compromises. Oui. Vous savez, il y a de cela quelques semaines, l'actualité dans une école de la place où on a pu détecter qu'une maîtresse prenait pour habitude d'enfoncer ses doigts dans les parties intimes des enfants de la maternelle. Oui. Donc, vous voyez, là, il faut rentrer dans son processus cognitif pour savoir, parce qu'elle peut être malade, mais un malade qui s'ignore, parce que la maladie n'est pas seulement psychomoteur, c'est-à-dire le corps, mais la maladie peut aussi être psychique du fait des lésions que cette personne a pu subir. Si, et dans le cas de l'inceste, généralement, il y a une pratique de reproduction sociale qui se met en place. C'est-à-dire que si vous avez été violé par un tiers, si vos parents si vous avez les cas d'inceste dans vos familles ou de viol, etc., disons globalement d'agression sexuelle, vous avez tendance à reproduire cela tout autour de vous. Et donc, il faut questionner ce type d'acte que nous condamnons, mais ça existe autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on considère l'inceste beaucoup plus dans nos sociétés africaines surtout comme un tabou social plutôt qu'un crime ou un délit? Bien, il faut rentrer, ça c'est une très bonne question, il faut rentrer dans la construction de nos États. Nous sommes à mi-parcours entre les États-nations. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes, quand ça nous arrange, c'est une nation. Oui. Quand ça nous arrange pas, c'est un État. Figurez-vous que dans un État, on se retrouve encore en train de parler des chefs, des monarques. Oui. Donc, ce type de pratique montre que, certes, il y a l'occidentalisation, mais on ne s'est jamais détaché de nos traditions. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des hauts placés au sommet de l'État, ministres et tels, quand ils ont ce pouvoir politique, ils veulent le pouvoir traditionnel. Oui. Parce qu'on a compris que le politique marche avec le traditionnel. C'est d'ailleurs pourquoi, institutionnellement, on a ramené les chefs traditionnels aux auxiliaires de l'administration. Maintenant, dans notre cosmogonie africaine, on a des barrières qui sont liées sur un certain nombre de paramètres. Ça peut être des barrières au niveau des cantons, ça peut être des barrières au niveau des villages, ça peut être des barrières au niveau des sous-familles. Et dans cette triptyque-là, canton, sous-famille et village, le seul lien qui peut déconstruire cela, c'est le sexe. Et donc, on vous dit que le sexe participe à la reproduction. Et donc, si on est dans un cas où on a pris du temps à pouvoir construire une reproduction de quelque chose qui est anormal, alors c'est un tabou social. Donc, chez nous, en Afrique, le sexe entre des personnes qui sont dans la triptyque que nous avons dit est fondamentalement prohibé. J'allais même dire fondamentalement proscrit. Et donc, l'inceste est une pratique qui n'est pas acceptable. Sauf que cette pratique reste essentiellement africaine dans certains milieux. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous allez dans les traditions occidentales, il y a des cousins qui se marient, il y a des nièces qui se marient, et ça ne cause aucun problème. Sauf que nous sommes dans des traditions de l'oralité. Et dans les traditions de l'oralité, on a peur du poids social. Et le poids social se transmet à travers la parole. On va vous dire que si vous avez commis l'inceste, vous êtes maudit. Les auras, les ondes qu'on vous envoie, du fait du lien que vous avez créé,
vont participer certainement à déconstruire le tissu social de votre famille, même si vous êtes chrétien, parce que parfois, il faut le reconnaître, la religion chrétienne est quand même venue mettre un peu de l'eau dans les moulins, mais notre tradition reste essentiellement et fondamentalement opposée à l'inceste. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans le cadre des pratiques incestueuses. On a l'impression que ce sont des pratiques qui sont davantage répétitives. Hier, on les pratiquait moins. Aujourd'hui, on les pratique un peu plus. Est-ce que c'est pas parce que dans les familles, on a choisi de garder le silence que cette pratique prospère autant qu'elle est actuellement? C'est vrai ce que vous dites. Le mutisme de nos familles quant à la dénonciation de ce type d'acte participe à leur propagation. Non seulement leur propagation, mais il faut aussi dire que nous sommes dans un contexte où on veut le miracle permanent. On ne travaille pas assez, mais on veut les résultats. Et donc, du coup, plusieurs participent à se compromettre. Et les formes de compromission sont tellement modelées aujourd'hui, sont tellement mises à jour aujourd'hui que le lien parfois se scelle au travers de ce type d'acte. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans une famille, ailleurs parfois c'était les voisins et tout, maintenant c'est parfois le parent lui-même. Oh oui, le géniteur. Le géniteur lui-même qui se retrouve dans de telles pratiques avec ses propres enfants. Donc je dirais que d'une part, on a le mutisme de nos familles certainement, mais de l'autre part, on a aussi les formes de compromission qui sont de plus en plus élevées et donc dans ces organes ésotérique, l'une des conditionnalités phares qu'on vous impose, c'est ça. Je ne vais pas développer ça ici parce qu'il ne faut pas envoyer nos auditeurs dans de telles choses, mais généralement dans le monde ésotérique, on vous impose 3 conditions, parmi lesquelles celles qu'on vient de citer, l'inceste avec soit sa maman, soit ses enfants. Oui, et c'est ce qui pourrait aussi expliquer qu'on connaît ce type de pratiques un peu plus dans les familles. Généralement, on est à la course de la richesse. Oui, et aujourd'hui, les temps sont durs et les gens préfèrent utiliser des raccourcis. La course de la richesse a fait en sorte qu'on est de plus en plus exposé. Oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même ces loges-là ont mis à jour leur stratégie. Oui. Au point où ce n'est plus comme avant. Parfois, ça commence par une petite réunion. Vous êtes dans une réunion, on cotise et vous vous rendez compte que du coup, vous vous retrouvez dans une loge ésotérique avec des conditionnalités assez difficiles et vous avez 2 choix à faire. Soit vous respectez la conditionnalité, soit vous allez se passer. Donc je dirais que aujourd'hui, il faut faire très attention. On va arriver tout à l'heure dans la partie recommandations et suggestions. Oui. Mais davantage, les parents devraient faire très attention et avoir un regard très poussé sur les enfants. Parce que ce n'est pas parce que nous, à l'époque, on arrivait au village, on jetait le matelas au sol et tout le monde se couchait. Hommes, femmes, garçons, il n'y avait pas de problème. On devrait le faire aujourd'hui. On se lavait même ensemble. Mais aujourd'hui, vous allez voir, la télévision, les mass médias ont éduqué les enfants. Les réseaux sociaux ont éduqué les enfants. Les groupes d'amis ont éduqué les enfants. Parce qu'à notre époque, qui est un peu lointaine, les gens étaient encore un peu sérieux. On savait qu'il y avait le respect de l'interdit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit. Les tabous sont considérés comme des exploits. C'est-à-dire que chacun veut réaliser cet exploit-là. Et en voulant réaliser cet exploit, ça cause des préjudices. Un autre aspect aussi, les familles ne se rencontrent plus comme avant. Oui. Avant, on avait une solidarité mécanique. Oui. Aujourd'hui, la solidarité est organique. La solidarité mécanique voudrait dire qu'on avait des réunions où on pouvait se rencontrer. Aujourd'hui, on a des familles où les enfants des frères ne se connaissent pas. Tout à fait. Et fondamentalement, comme la jeunesse d'aujourd'hui est assez rapide, vous connaissez quelqu'un à 10h, à 14h, vous sortez déjà, tout le monde a la sueur et les yeux rouges. Alors, quand tu viens présenter à la maison... Ils ont la sueur, les yeux rouges, ils sortaient d'où, docteur? Bon, généralement, ils ont des sports qu'ils pratiquent qui sont complexes pour nous autres, les âmes simples. Donc, c'est ça qui vous fait rire? Non, c'est pas ça qui me fait rire, c'est William qui me fait rire. D'accord, donc je dis, pour revenir, reprendre nos idées, certainement même à la maison, les auditeurs ont très bien compris. Oui, bien sûr. Il faut dire que nous sommes passés d'une solidarité mécanique à une solidarité organique. Et elle a fait en sorte que, puisque les gens ne se connaissent pas, nos enfants ont plus tendance de se retrouver, oui. Puisque aujourd'hui même les retrouvailles ne sont plus dans les lieux classiques. Tout à fait. Quand un homme invite une femme aujourd'hui, les aires de jeux, de loisirs ont disparu. Oui. Donc quand il invite une fille, c'est au bar. Il n'y a plus de salle de cinéma. Et au bar, on va te mettre une chanson qui va vous dire exactement ce que vous devez faire. Et vous n'avez pas plus de 2 heures pour concrétiser ce que dit la chanson. Okay.
On arrive à un stade où le jour où tu mets un statut, ton oncle voit, il te dit, mais c'est qui ici? Tu dis non, c'est tel tombeau. Et là, le mal a été consommé et vous allez vous rendre compte que voilà comment plusieurs familles volent en épave entre ceux qui doivent garder l'information, parce que si ça sort, ça va devenir un cataclysme, et ceux qui doivent faire les rites de purification. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes estiment que ces rites de purification, c'est la sorcellerie. Oui. On va aller à l'église et ça peut créer ce que ça a créé samedi. Voilà, vous êtes sur ABK Radio, l'émission c'est Fina Family. On se retrouve juste après cette petite pause. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Pour la suite donc de Fina Family de ce jour, le docteur Jean Mérimée Tamac, à qui je dis merci en direct. Vous comprenez très bien pourquoi, docteur. Pour donc la suite de notre entretien de ce jour qui porte sur les familles et l'inceste. Pourquoi est-ce qu'il est tant important de protéger l'image des familles? Pourquoi est-ce que le silence doit être de mise dans les familles? Pourquoi est-ce que les personnes qui dénoncent les incestueux sont généralement prises à partie par les autres membres de la famille? Ils sont très souvent considérés, docteur, comme ceux-là qui voudraient ramener le désordre dans la famille. L'ordre est appréhendé ici comme pas normal, mais l'ordre est appréhendé ici comme la quiétude. L'ordre est appréhendé ici comme le mutisme. Et donc, poser ce type de problématique sur la table revient à 1, rompre le silence, de 2, exposer aussi la famille. Parce que vous savez, au niveau des commentaires, les commentaires relèvent parfois du divers lien social que les membres peuvent avoir entre eux. Vous pouvez avoir d'autres membres qui vont jeter le probe sur la famille en disant que si c'est une famille aisée, en réalité, la source de cette aisance, c'est telle chose. Si c'est une famille où on a du mal à enfanter, etc., on va dire la source, c'est telle chose. Donc, en réalité, sans approuver cela, on essaye d'expliquer sociologiquement et psychologiquement et même anthropologiquement que le mutisme et surtout considérer la personne qui l'a fait. Parce que généralement, n'oubliez pas, vous l'avez fait dans un commentaire tout à l'heure, je reviens là-dessus, la personne qui dénonce est une personne à paria dans la famille. On aura tendance à exclure cette personne. Et vous allez vous rendre compte que dans les réunions ou les événements qui mobilisent la famille, cette personne sera étiquetée du doigt. Voilà celle qui apporte le probe dans la famille, voilà celle qui apporte ci ou ça. Et on va justifier cela en disant que de telles pratiques existent dans toutes les familles. Mais chacun essaie de mettre de super glue sur sa bouche. Donc je dirais que pour ces familles, c'est normal de garder le silence. C'est normal d'essayer de gérer ça à l'amiable, mais nous sommes dans un état de droit et de telles pratiques doivent pouvoir être dénoncées parce que n'oubliez pas, un enfant qui a été victime de ce type de pratique, il y a une lésion qui se crée dans son appareil mental. Et la lésion est différente de la blessure ou de la plaie. La plaie est une ouverture avec écoulement de sang. Mais la lésion est en interne et elle peut se transformer en une bombe. Et vous allez voir des femmes, des jeunes filles aujourd'hui vous dire qu'elles sont sans sentiment. Elles sont capables de malmener 2, 3, 4, 5, 6 hommes sans sentiment parce que justement, elles estiment que ce qui a été fait à leur tour ne portait pas aussi les germes d'un sentiment quelconque. Donc, il faudrait qu'on évite de fabriquer des bourreaux qui peuvent être des monstres pour nous demain après-demain. Et justement, parlant de ça, est-ce que cette interdiction contre les personnes victimes d'inceste de dénoncer ne peut-elle pas contribuer à former une société vidée de ses valeurs et de son essence? Effectivement, davantage cette absence de communication sur la dénonciation de telles pratiques
non seulement signifie que nous avons, pour reprendre le vocable d'un vénéré maître qui est décédé, le professeur Hubert Monondiana, nous avons transformé la norme dans des principes anormaux. Oui. Parce que là, globalement, on va se retrouver dans une situation qui voudrait que c'est ce qui est anormal qui est valorisé. Oui. Donc la pyramide des valeurs change. Et ça fait davantage très mal dans un environnement où nous sommes dans une société où la jeunesse est considérée comme fer de lance. Alors, ceux qui sont des victimes et qui trouvent devant eux un mutisme, qui trouvent devant eux des bourreaux, moi je vais dire que dans notre laboratoire, j'ai parfois consulté les patients qui présentent des troubles psychologiques. Oui. Et lorsque vous entrez dans leur historique, vous vous rendez compte que ils ont parfois été abusés sexuellement par le parent Oui. qui était rentré sous, Oui. sexuellement abusés par le cousin, Oui. et parfois ça va même très loin. Ça va même jusqu'à la grossesse. Oui. Et ce type de personne, vous êtes enceinte, on vous oblige à pratiquer l'avortement. Oui. Pourtant, c'est le seul enfant peut-être que le Très-Haut vous avait confié. Oui. On se retrouve dans des cas aujourd'hui où des personnes essayent d'avoir des enfants, elles n'arrivent pas. Et lorsque vous rentrez dans les histoires, parfois c'était ça le nœud gorgien. Oui. Et fondamentalement, ça va créer quel type de personnes? Les valeurs qui seront les valeurs partagées par ces personnes seront pas celles que nous tous nous savons. Je ne vais pas faire la promotion de cela, mais j'ai eu à faire une étude avec GTSZ sur les pratiques homosexuelles. Oui. Et sur les 8 filles qui constituaient mon échantillon, j'avais un échantillon de 15, mais 8 d'entre elles ont eu cette orientation sexuelle du fait d'un cas d'abus sexuel Oui. d'un proche. J'en connais un également qui est aujourd'hui homosexuel et qui a été victime de cette pratique de la part de son oncle. Voilà. Et ce qui est pire, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il a dénoncé, personne n'a voulu l'écouter. Aujourd'hui, c'est un homosexuel. Sur les 15, 8 ont été abusés Oui. par les tierces, Les membres de la les famille. membres de la famille. Oui. C'est-à-dire que frères, cousins et pères. Oui. Et lorsqu'on sort même de ces 8, sur les 7 autres qui existent encore, 3 sont sortis de là avec les grossesses, Mhm. au point où une seule personne avait l'information, c'est la maman. Oui. On se retrouve dans des cas de figure aujourd'hui où la maman et la fille, dans leur triptyque, le géniteur, savent exactement qui est le père de l'enfant. Mais l'enfant même qui est là ne sait même pas qui est son père. Oui. L'enfant ne sait pas que le grand-père que tu appelles grand-père là, c'est en vérité C'est en ton père. réalité ton père. Et imaginez donc ce que ça peut créer. Ce type d'enfant, quand il grandit et qu'il rencontre quelqu'un de la famille, ne sachant pas que peut-être le papa a fait un autre enfant à l'extérieur, Oui. dans le dos de la maman, si ces deux en arrivent à se retrouver, vous voyez ce que ça peut créer. Donc je dirais que on pense que ce mutisme est une solution, mais c'est une solution à court terme parce que les impacts sur le long terme sont dévastateurs. Ah là là, c'est vraiment compliqué lorsque vous déroulez comme vous venez de le faire tout de suite, docteur. On comprend que le mal est très très profond. Mais après, on se demande bien pourquoi est-ce que, au-delà du silence familial, il y a ce silence institutionnel? Que fait le ministère de la promotion de la femme et de la famille? On ne le voit pas trop sortir pour mettre le doigt sur cette question de l'inceste, qui est pourtant un problème de société, un problème de famille très grave qu'il faut résoudre. Ce ministère, j'allais vous poser la question de savoir, ce ministère sort à quel moment en dehors du 8 mars? Bon, Donc, pour dire que, non, pour devenir plus sérieux, je pense que c'est des formes de défaillance institutionnelle. Déjà, c'est un ministère qui ne s'exprime pas beaucoup sur des questions. On a vu beaucoup de cas d'abus. oui, On a vu des cas même de Monique Oumatekel, de Oui. regretter mémoire. On a vu le cas de Ayafor au sud-ouest. On a eu beaucoup de cas. Mais à aucun moment, ce ministère s'est fait remarquer par son mutisme absolu. Donc, on ne peut pas s'attendre à grand-chose de la part de ces derniers. Par contre, on se serait attendu que des ONG puissent prendre la question au bras le corps. Il ne s'agit pas seulement de prendre des questions politiques, hein, avec le REDAC, etc. Mais il faut également dénoncer de telles pratiques. Et comme je l'ai dit, vous savez, dans notre domaine, on dit que l'absence de communication et d'information crée la rumeur. Et la rumeur est toxique pour le vivre ensemble. oui, Tant que les organisations internationales, les masses médias que vous êtes,
ne prenez pas ce sujet à bras le corps. Moi, je me réjouis de venir débattre d'un sujet comme celui-là que de venir débattre d'un sujet d'un comédien qui est venu faire son one-man show. Oui. Alors, ici, ça nous concerne directement. Il est important que les masses médias, qui représentent aujourd'hui un réel pouvoir, vous avez vu comment les masses médias ont réussi à mobiliser les gens samedi. Ça veut dire qu'on peut aussi utiliser cet outil pour combattre ce phénomène qui, certes, se déroule dans 4 murs avec une toiture, mais on a les retours qui peuvent nous permettre de combattre ce phénomène. Donc, oui, le ministère existe, mais je pense que davantage, il est important que, les victimes soient protégées. Oui. La protection des victimes passe par l'accompagnement psychologique, Oui. l'accompagnement matériel, parce que parfois, lorsque vous dénoncez, non seulement la famille vous met de côté, mais vous êtes sevré Oui. de tout. Oui. Et on sait très bien que lorsqu'on vous sevre de tout, vous commencez à passer un moment de disette. Et parfois, c'est votre ancien bourreau qui se reconvertit en votre parrain, parce que vous êtes de plus en plus vulnérable. Donc, je pense que ce mutisme n'est de personne. Les masses médias que vous êtes, les familles devraient chacun jouer son rôle pour que, à défaut de réduire le phénomène, qu'on puisse carrément le surprendre. Docteur Jean Mérimée Ntamak, vous êtes notre invité aujourd'hui dans le cadre de cette émission Fina Family que vous avez bien voulu, en fait pour laquelle vous avez bien voulu venir édifier nos auditeurs. Il faut aussi dire quelque chose, les populations sont beaucoup plus intéressées par d'autres sujets, peut-être de société. Et, parler des questions de famille, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes également, alors que ce sont des sujets, la famille même c'est la base, c'est le socle en fait de la société, parce que tout se construit dans la famille avant de se construire dans la société. Oui, je partage cet avis, mais n'oubliez pas que vous êtes des agences de socialisation. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un contexte où les éduquer globalement et instruire, c'est-à-dire transmission des valeurs, nous avons un peu échoué dans ce sens. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir 2 personnes qui sont assises côte à côte, mais chacun est dispersé parce que l'autre, chacun dans son téléphone. Oui. Vous allez voir dans les espaces publics, aller payer les factures, un enfant est assis, tandis qu'une personne âgée est debout. Vous allez voir qu'il y a ces cas légion. Et donc, il est important, un sujet de société est très important, parce qu'au moins, même si c'est 2 personnes qui vous suivent, oui. Moi j'ai fait un tour en taxi et j'ai vu que vous avez des émissions ici qui sont très suivies le matin par les taximans, et il y a des commentaires dans les... Ça veut dire que l'auditoire que vous touchez est très important. Oui. Vous devez donc jouer ce rôle de sensibilisation, et en jouant ce rôle de sensibilisation, tenez-vous tranquille, vous allez toujours être une référence. Et nous autres, à chaque moment que vous nous appelez et qu'on est disponible, on sera toujours là. Merci docteur. Pour sortir de cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles pour conclure en ce qui concerne la pratique d'inceste au sein de la famille? Est-ce qu'il faut continuer de garder le silence? Quel intérêt ces familles ont-elles à dénoncer les personnes qui pratiquent l'inceste? Il faut d'abord qu'on puisse comprendre et dire à ces multiples familles que certes, le poids de la tradition existe, parce qu'il y a des traditions dans lesquelles on estime que face à cette pratique, il faut un mutisme absolu. Si vous dénoncez, vous pouvez être victime de malédiction et tout ce que ça comporte. Oui, le poids de la tradition existe. Nous sommes d'accord. Nous sommes en Afrique, on a nos traditions. Mais qu'on essaye de pousser le bouchon loin dans l'analyse et comprendre que nous brisons des vies. Nous mettons des familles et même des avenirs en difficulté. Plusieurs jeunes qui aujourd'hui ont développé un comportement X, c'est parce que parfois changer d'orientation sexuelle. Voilà, qui ont par exemple changé d'orientation sexuelle parce qu'à la base, il y a eu un électrochoc dans leur vie et qui a créé un mutisme et un traumatisme qui les accompagne toute la vie. Donc, que nos familles comprennent qu'en cas, d'abord, il faut éviter l'inceste. Qu'est-ce qu'on a parlé lorsqu'on parle d'éviter l'inceste, ça veut dire que mettre en pratique toutes les dispositions pour que ça ne puisse pas arriver. Ces dispositions, c'est lesquelles? Pour les hommes, revoir notre niveau de consommation de l'alcool, parce que l'alcool peut nous y pousser. Pour les femmes, il y a des heures qu'il faut rentrer à la maison. Même quand on va dans notre tontine le samedi, le dimanche, il faut rentrer à des heures sérieuses. Il faut avoir le contrôle normatif sur ses enfants, sur ce que les enfants font, apprendre les toilettes intimes des enfants, discuter avec des enfants, amener les enfants à comprendre que quand tonton, tata te demande telle chose, ne fais pas, va dire à tel, viens me dire ou fais comme ça. Quand le tonton là te dit que le bonbon est descendu, fais comme ceci, fais comme cela.
en réalité, la sexualité ne doit plus être un sujet tabou. On doit aborder ça dans nos familles avec un ancrage accentué sur les abus sexuels. Oui. Dès qu'on aborde ça dans nos familles, ça met déjà la puce à l'oreille à l'enfant. Et lorsque les signaux sont présentés devant l'enfant, il est apte à prendre une décision. Mais vous avez joué votre rôle déjà, d'une part. De l'autre part, il faut contrôler aussi ce que les enfants font. Les dessins animés que les enfants regardent, les types de distractions auxquelles les enfants sont soumis, les téléphones que nous donnons même à nos enfants, c'est qu'ils en font. Donc, si on éduque, on met la pratique en termes d'éducation à la sexualité, surtout l'orientation des agressions sexuelles aux enfants, on peut être sûr qu'à défaut d'entérimer le phénomène, on aura au moins réduit le risque de vulnérabilité de nos enfants face au phénomène. Et enfin, nos maisons ne sont pas des lieux de loisirs. Il faut éviter de ramener monsieur tout le monde à la maison. Oui. Il faut éviter d'envoyer l'enfant avec la petite tenue aller chercher le sel chez le voisin, aller chercher le cube chez le voisin. C'est nous-mêmes qui exposons nos enfants. Il y a un certain nombre de pratiques qui commencent par nous-mêmes. Si nous essayons de faire notre ajournement, je pense qu'on va participer à réduire le phénomène. Et même, dès qu'on est dans un cas apparent et qu'on a les preuves que cet aspect a été franchi, qu'on puisse saisir les structures adéquates. Il y a des masses médias qui sont là, qui peuvent relayer le phénomène en étant anonymes. Il y a plusieurs pratiques qu'on peut faire aujourd'hui pour que ce phénomène puisse s'arrêter dans notre société. Et il faudrait aussi accepter des arrangements à l'amiable parce qu'on a un peu plus lorsque le phénomène survient, lorsqu'on découvre une pratique d'inceste. Bon, vous savez, l'arrangement à l'amiable déplace le problème sans le résoudre. Parce que on est aussi dans un pays où vous allez poser un problème, on va prendre une personne, elle sera en cellule, 2 jours après elle va sortir et venir vous narguer. Oui. Quand elle est trop gentille, elle vient vous narguer, mais quand elle n'est pas trop gentille, elle vient pour une revanche. Donc je pense que là, il faut interpeller nos appareils répressifs et idéologiques de l'État. Lui, Althusser appelle ça les ARI, appareils répressifs et idéologiques de l'État. Est-ce que ces derniers puissent jouer leur rôle? Je pense que dans la législation camerounaise, surtout le droit pénal, l'agression sexuelle représente un aspect très important pour qu'on puisse mettre les uns et les autres en difficulté. On n'a pas besoin que vous soyez dans une famille nantie pour dire que c'est une justice à 2 vitesses. Je crois en la justice de notre pays, mais je crois aussi que l'arrangement à l'amiable n'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, on a fait l'arrangement à l'amiable, mais ça n'implique pas que demain, la personne puisse faire autre chose. Pourtant, si cette personne est remise entre les mains de la justice et que la justice a effectivement joué son rôle, ça peut participer à dissuader ses intentions dans les futurs prétendants à ce type d'acte. Ça peut être complexe lorsqu'il s'agit par exemple d'un mari, du père d'un enfant. Est-ce que dans ces cas-là, il faut déposer une plainte automatiquement? Est-ce que même là où les gens ne se sentent pas obligés parfois de passer en arrangement à l'amiable parce qu'on s'est dit, si on dénonce son papa par exemple, qui s'est rendu coupable de viol incestueux, il va se retrouver en prison, on n'aura plus rien à manger. La femme s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour m'occuper des enfants lorsque c'est l'oncle? Est-ce que c'est pas ça aussi qui complexifie finalement la situation et fait en sorte qu'on ne puisse pas aller au-delà du silence? Je pense que c'est nous-mêmes qui créons cet aspect. Vous savez, quand c'est l'oncle, quand c'est le papa, c'est même là où il mérite davantage la peine absolue. Parce qu'aujourd'hui, il a fait avec nous, mais on ne sait pas ce qu'il va faire dehors avec d'autres enfants. Si un père a eu la possibilité, indépendamment des raisons, de pouvoir le faire avec son propre enfant, je pense qu'il mérite le plus haut niveau de châtiment. À l'époque, dans les traditions ancestrales, dans les traditions anciennes, les châtiments étaient de vous bannir de votre contrée. Oui. C'est-à-dire que vous sortez, on vous accompagnait jusqu'aux abords du village, oui, et vous étiez censé sortir du village et ne plus jamais rentrer. Vous voyez, ça c'est le dernier niveau des sanctions. Oui. Aujourd'hui, avec les mécanismes que nous avons, on a la justice qui est là. C'est pourquoi au départ de mes propos, j'ai parlé de l'État-nation. Oui. Il y a des gestes qui relèvent des nations, il y a d'autres qui relèvent de l'État. Mais il est important que même si c'est votre géniteur propre, que ce dernier puisse être mis dans les mains de la justice et que la justice fasse son travail. Merci, Dr Jean Mérimée Ntamak. Vous êtes sociologue et vous étiez notre invité sur Fina Family. Ce jour, c'est un plaisir de vous avoir, c'est un plaisir de vous écouter, d'être édifié par vos différents enseignements. Merci d'être venu.
Je vous dis merci et je souhaite également un joyeux anniversaire de mariage à mon collègue, monsieur Njifak Armand. Merci. Happy birthday, c'est combien d'années? Parce 2 ans. qu'aujourd'hui, seulement... Oui, il faut aussi dire que c'est un record. On commence à célébrer comme ça, on va s'en sortir. C'est un record parce qu'aujourd'hui, pour des jeunes de moins de 30 ans, pour les jeunes de moins de 30 ans qui se marient, la probabilité de faire 2 ans est à presque 52%. Donc, c'est déjà quelque chose qui est arrivé à ce stade-là. Félicitations au couple et surtout beaucoup d'années de mariage. Nous vous souhaitons beaucoup d'années, beaucoup d'années de bonheur dans votre mariage. Merci au docteur qui était là. William Tcholak a assuré la mise en onde de ce programme Sidonifica que j'étais derrière ce micro de présentation. Nous avons parlé d'inceste et nous avons essayé de comprendre pourquoi les familles insistent sur la loi du silence. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas briser le silence? Pourquoi est-ce qu'on refuse de parler? Nous avons eu des éléments de réponse sur les questions avec notre invité de ce jour. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio 89.9 FM, la fréquence utile et agréable.